Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre de la République du Mali, précisément du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Il est en direct de Bamako, ce n'est pas habituel. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur Khan. Le jury du dimanche prend donc la direction du Mali et c'est grâce à la magie de la technologie que nous sommes avec l'ancien chef du gouvernement malien nommé en 2014 par le président Ibeka, juste un an après son accession au pouvoir. Il est alors Moussa Mara, surnommé le jeune premier par allusion à son âge. Moussa Mara n'avait que 39 ans, 45 ans aujourd'hui. Nous parlerons de cet épisode à la fois heureux et malheureux de sa vie avec la fameuse visite que le Premier ministre qu'il était avait effectuée à Kidal au nord du pays. Avant cette fonction, l'homme politique a occupé le poste de ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Expert comptable de formation, Mara est député de la commune de Bamako depuis avril 2020. La capitale dont il a été le maire de la commune 4 entre 2009 et 2013. Moussa Mara, le jury du dimanche e-radio ITV vous offre l'occasion de vous prononcer sur la crise politique dans notre pays ou dans votre pays. C'est un lapsus révélateur. On connaît les relations entre le Sénégal et le Mali. Avant tout, avez-vous des nouvelles de votre ancien patron, le président Ibeka, qui vient d'être renversé par des colonels de l'armée malienne? Monsieur Khan, merci de l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur votre réseau et à l'occasion de cette émission que je connais comme l'une des émissions les plus suivies au Sénégal. Merci. Ce qui est arrivé cette semaine dans notre pays est un événement malheureux parce que la chute non constitutionnelle d'un régime et le départ non constitutionnel d'un président est toujours quelque chose qu'il faut regretter et condamner. C'est arrivé, c'est la conséquence d'une crise qui n'a jamais vraiment trouvé un épilogue depuis une dizaine d'années dans notre pays. Il faut, je pense, partir de ce constat. Et crise qui s'est exacerbée, au contraire, pendant le mandat et demi, grosso modo, du président Ibeka, et cette année qui s'est traduite par des législatives dont les conséquences ont été le véritable détonateur de ce d'en. Des nouvelles du président Ibeka? Le président a démissionné le mardi soir. Il a été retenu brièvement dans le camp de Kati. Et aujourd'hui, je crois qu'il est en résidence surveillée dans une villa d'hôtes que lui-même utilisait d'ailleurs pour recevoir des hôtes de marque. Même si on devine bien qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Depuis quand vous n'avez pas été en contact avec le président Ibeka, dont vous avez été le Premier ministre? La dernière fois que j'ai été en contact avec lui, c'était au lendemain des élections législatives, donc il y a 3 mois environ. Je lui avais fait parvenir une note pour lui faire des suggestions d'aller vers plus d'inclusivité dans la gouvernance. Parce que depuis que le président a été réélu en décembre 2018, nous allons de crise en crise, crise de moyenne intensité, notamment des crises sociales avec des grèves de toutes les corporations. Et tout ça, je lui disais que c'est l'illustration de la non-inclusivité de la gouvernance. Donc, je lui disais de se baser sur les résultats des législatives. C'était avant que la Cour constitutionnelle ne tripatouille les résultats. C'était après la publication des résultats par l'administration, où les résultats semblaient à peu près logiques et acceptés. Et donc, je lui disais de se baser sur cela pour essayer d'engager une nouvelle phase de son second quinquennat avec plus d'inclusivité, vers même un gouvernement d'union nationale. Et il avait répondu. Je lui ai envoyé cette note et lui, il m'a appelé en me disant qu'il partageait ses idées et qu'il allait aller dans ce sens. Donc, on sait tous qu'il en a été autrement, puisque la voie qui a été empruntée était l'exact contraire de ce que je lui avais suggéré. C'est bien dommage. C'est la dernière fois que j'ai été en contact avec lui. Alors, Moussa Mara, que retenez-vous du président Ibrahim Boubacar Keïta? Un président qui avait une capacité d'écoute ou qui était plutôt autiste? Je pense que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est
un énorme gâchis, une perte de temps dommageable pour notre pays. Parce que le président a été élu en 2013, il a été élu de manière incontestable. Son challenger de l'époque, Soumaïla Cissé, dont il faut regretter la disparition d'ailleurs et tout faire et prier pour qu'il puisse être libéré. Et Soumaïla s'était déplacé au domicile de Ibeka pour le féliciter. Et donc, son mandat a démarré sous les meilleurs auspices possibles. Malheureusement, au fil du temps, les choses se sont effilochées. 2018, il a été réélu dans des conditions beaucoup plus difficiles, contestables. Il y a eu beaucoup de contestations et nous sommes allés de crise en crise. Donc, je pense que c'est un gâchis. Maintenant, ce gâchis s'explique, comme vous l'avez dit, par son incapacité à décider ou souvent à promettre quelque chose et à faire le contraire. Donc, c'est quelqu'un qui, sans doute, était un peu l'otage de l'entourage. Mais il n'était manifestement pas autonome dans ses prises de décision, on va dire comme ça. Est-ce que son fils Karim Keïta, puisque vous avez parlé d'entourage familial, avait un poids sur le président qu'il était, lui, Ibeka? Je n'ai pas pour habitude de faire des affirmations sans preuve. Moi, je n'ai aucune preuve aujourd'hui pour dire, comme beaucoup de gens le disaient, c'est Karim qui dirigeait le Mali, c'est Karim qui décidait et autres. Je n'ai pas eu cette preuve. Moi, mon interlocuteur du temps où j'étais ministre et Premier ministre, c'était exclusivement le président. Et je le voyais que lui. On ne peut que supposer. Ce qui est sûr, c'est que le président, il n'était pas autonome, je dirais, dans sa prise de décision. Parce qu'il disait des choses, il faisait autre chose. Maintenant, qui derrière influençait? Point d'interrogation pour moi. Je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas engager d'affirmation dans ce. L'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV et il est en direct de Bamako, la capitale malienne. Moussa Mara, ce coup d'État, on l'appelle ainsi, la junte refuse de parler d'ailleurs de putsch. Est-il selon vous le début d'une nouvelle crise ou la solution à la crise multiforme que vivait déjà le Mali avant l'intervention des militaires? Il est vrai que juridiquement s'entend, on peut discuter. Hein. Est-ce que c'est un coup d'État ou est-ce que c'est une démission? J'ai même vu ce matin une dépêche de l'administration américaine elle-même qui se disait ils sont en train d'examiner si c'est un coup d'État ou si c'est une démission. La junte n'a pas suspendu la Constitution. Le président, hier, il y a eu un décret qui a été publié et qu'il a signé avant de démissionner pour dissoudre le Parlement. Et ensuite, il a démissionné formellement. Donc, si on prend juridiquement, on peut bien discuter. L'argument de la démission se tient. Maintenant, moi, je l'ai dit, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Aux premières heures, vous avez condamné l'intervention de l'armée comme étant un coup d'État. Oui, mais exactement, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, le président, il a démissionné, mais tout le monde sait qu'il n'était pas libre de ses mouvements et qu'il n'était pas vraiment en autonomie de jugement, on va dire ainsi. C'est pourquoi je dis, juridiquement, on peut toujours discuter. Mais le plus important, pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est de tourner la page du président Ibeka. Contrairement à ce que la CEDEAO, le sommet extraordinaire de la CEDEAO a décidé, moi je ne pense pas qu'il faut envisager de réinstaller le président Ibeka. Il faut tourner la page. Qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle page? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de considérer ce qui s'est passé, bien que regrettable, comme une opportunité. Vous êtes en désaccord avec la CEDEAO? Ah oui, on est en désaccord avec la CEDEAO. Je pense qu'on n'est pas seul. Hein. À mon avis, l'écrasante majorité des Maliens, mais aussi des populations de l'espace CEDEAO ne partagent pas ce qui a été décidé par le sommet par rapport à la réinstallation, encore une fois, du président. Je ne parle pas de tout ce qui a été dit avant, mais la réinstallation du président Ibeka est quelque chose qui n'est pas réaliste et n'est pas envisageable. C'est simplement impossible. Il faut que nous puissions dire qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui, quelle transition mettre en place dans un cadre où l'ordre constitutionnel sera respecté au maximum possible. Je vais dire ça ainsi. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'entrer dans certains détails. Mais moi, je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle période. Qu'est-ce que nous allons faire de cette période?
c'est ce que nous allons essayer, c'est ce que nous devons essayer, nous les forces vives, acteurs politiques, société civile, mais aussi les forces armées de sécurité, de convenir et de mettre en place pour aller rapidement vers, je dirais, la résolution d'un certain nombre de problèmes majeurs, l'organisation de scrutins et ensuite maintenant jeter les bases d'une véritable refondation de notre pays, parce qu'il est clair que la transition ne permettra pas de régler tous les problèmes du Mali. Alors, vous abordez une question fondamentale au moment où nous parlons, parce qu'il y a une confusion pour l'instant par rapport à la transition. Alors, une transition avec les civils ou plutôt avec les militaires? Le CNSP, dont le visage se précise d'ailleurs avec Assimi Goïta comme président du Comité national pour le salut du peuple. Alors, transition avec qui? Les militaires ou les civils? Les militaires eux-mêmes ont indiqué que la transition sera civile. C'est eux-mêmes qui l'ont indiqué. Et je pense qu'il est impensable de penser qu'un pouvoir militaire puisse prospérer aujourd'hui. Hein. Ça, c'est proprement impensable. Donc, la transition doit être civile. Cela étant dit, la transition civile doit toujours comporter des acteurs militaires. Toutes les transitions, actuellement, il y a des transitions qui sont en cours en Afrique. Toutes les transitions comportent toujours des acteurs militaires. Ne serait-ce que pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande neutralité de la transition, une plus grande objectivité, le moins de politique possible pendant la période de transition et le plus d'efficacité possible. Donc les militaires étant des forces neutres par définition, il faut qu'ils puissent jouer un rôle. Maintenant, quel rôle? Dans quel cadre? Avec quel objectif? Dans quel chronogramme? C'est de tout cela dont nous devons convenir rapidement avec la participation et l'accompagnement de la communauté internationale. Il y a la CEDEAO qui a attendu ce week-end à Bamako. Qui pour diriger la transition, puisque vous-même vous excluez le président Ibeka? Ah, ça c'est la question à quelques milliards de dollars aujourd'hui au Mali. Il faut qu'on puisse trouver un mouton à 5 pattes, comme on dit, quelqu'un qui a toutes les qualités. C'est pas évident, mais à mon avis, on arrivera à trouver la personnalité malienne qui devra diriger cette transition, qui doit être un civil, qui doit ressembler. Pour vous, cette personnalité ne doit pas être le président du CNSP? Parce que la transition doit être dirigée par un civil. Et Très le bien. président du CNSP Alors moi, comme ça, Moussa Mara, bon, je donne des noms comme ça, hein, parce qu'ils me viennent à l'esprit. Il y a d'anciens présidents du Mali qui peuvent peut-être être considérés comme des sages. Est-ce qu'on pourrait faire appel plutôt à un ancien président, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, voilà. Je ne peux pas préjuger de ce qui peut se passer. Mais si je dois donner mon opinion personnelle, je ne pense pas qu'un ancien président est bien indiqué. Vous savez, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, je dirais, 5 anciens chefs d'État qui vivent sur notre sol. Mais chacun de ces anciens chefs d'État fait l'objet d'une certaine opposition, on va dire ça ainsi. N'est pas vraiment rassembleur. Chacun par rapport à la période dans laquelle il a travaillé, les opposants, les antagonistes. Les anciens chefs d'État peuvent être de bons conseils. Mais nous devons avoir une personnalité qui puisse transcender un peu toutes les différents types, catégories de clivages de notre pays. Il y a les clivages politiques, les clivages d'ordre religieux, régional et d'autres professionnels, socio-professionnels. Il faut que nous puissions trouver. Et il y a plusieurs personnalités, à mon avis, qui permettent de répondre à ces critères. Donc, il s'agit de trouver celle qui répond au maximum de critères possibles pour conduire cette période. Moi, je suis optimiste, je pense qu'on trouvera. Une personnalité neutre de la société civile, est-ce que vous pensez particulièrement à quelqu'un? Il y a plusieurs noms, mais permettez-moi de ne pas citer de noms, puisque nous ne sommes qu'au début du commencement du processus. Moi, j'ai plusieurs noms, comme tous les acteurs ont plusieurs noms. Je pense que quand le portrait robot, on peut trouver assez rapidement quelque chose de consensuel. Pouvez-vous nous faire le portrait robot de cette personnalité consensuelle? Pour moi, ça doit être déjà de la société civile. C'est-à-dire, ça ne doit pas être
partisan politique, avec une opinion clairement exprimée dans un camp politique déterminé. Je pense que ça, c'est un élément important. La connaissance du pays et la connaissance de l'État, les deux me semblent être importantes à ce stade. Connaître le pays, ça veut dire nous sommes un pays qui est extraordinairement divers, diversité ethnique, territoriale, religieuse, philosophique. Nous sommes aussi un pays qui est un très vieux pays d'histoire avec des racines et des traditions ancrées. L'État est en crise. L'État est en crise depuis quelques dizaines d'années. Ce n'est pas seulement depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années. Donc, quelqu'un qui connaît l'État, son fondement et son organisation serait un plus. Il faut évidemment quelqu'un qui ait, je dirais, une réputation d'honnêteté et de rigueur. On ne va pas prendre un repris de justice pour diriger une transition. Donc, les questions de mœurs, les questions de réputation, les questions d'éthique doivent être là. Et après, il peut y avoir d'autres critères, compétences techniques, ce n'est pas forcément indispensable. Mais quand on a tous ces éléments-là, je pense qu'on peut trouver. Et on a plusieurs personnalités qui satisfont à ces critères. Très bien. Alors, Moussa Mara, je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Mali. Il y a également que le CNSP lui-même pense à une date comme avril 2021 pour organiser des élections générales. Est-ce que vous pensez que c'est un bon timing? Vous savez, la particularité des transitions en Afrique et au Mali de manière générale, nous en avons connu plusieurs, mais les deux dernières que nous avons connues, on était parti toujours sur une période de 8 à 9 mois et on est allé à 14 mois en moyenne, 14-15 mois. Donc ça peut être un peu un repère. Les deux expériences maliennes de 2012 et de 91 peuvent être un repère. Ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de défis majeurs qu'il faut que nous arrivions à adresser pendant la période de la transition. Le premier des défis, à mon avis, c'est un peu, je vais dire, pas sortir totalement, mais poser les bases de la résolution définitive des crises au nord et au centre. Avec au cœur la question de l'accord d'Alger. Ça, c'est un défi majeur. Le deuxième défi majeur, c'est un peu de revoir nos dispositifs constitutionnels et institutionnels. C'est un processus que nous avons engagé depuis plus d'une vingtaine d'années. On n'est jamais arrivé à l'achever. Cette transition-là devrait aboutir à une 4e république. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc ça, c'est une base. Troisième base, tous les aspects de gouvernance. Il y a des réformes que nous pouvons mettre en place par rapport aux partis politiques, par rapport à la question de la lutte contre la corruption, par rapport à la justice, où il y a un certain nombre de réformes qu'on devrait conduire. Ces trois éléments me semblent être indispensables. Dans quel délai on pourrait les adresser? Je pense qu'on peut le faire, pas dire sur la plage de 9 mois à 1 année et demie. On va dire fin 2021, si je retiens un horizon temporel. Mais nous devons en convenir. Chacun a sa compréhension et a sa façon de voir. Si nous en convenons, nous fixons le cap, nous déterminons les étapes intermédiaires, nous mettons en place les organes et les acteurs et nous nous engageons tous dans ce sens. Je pense que ce qui est le plus important par rapport à la transition, c'est plutôt les acteurs pour l'animer. On a parlé tout à l'heure du président. Mais les acteurs principaux, c'est le gouvernement et le chef de gouvernement. Il faut que nous ayons, personnellement, et c'est la position de notre parti, que nous ayons pour une fois une transition qui soit neutre au niveau de l'exécutif. Moi, personnellement, je ne verrai aucun acteur politique dans la transition en termes de gouvernance, c'est-à-dire dans le gouvernement. Oui. Si on pouvait avoir un gouvernement constitué exclusivement de compétences techniques, neutres, objectifs, non politiquement marqués, cela peut nous aider. Et que les acteurs politiques soient plutôt dans le comité de transition, dans l'organe législatif pour accompagner. Là, ça pourra nous aider. On n'a jamais pu arriver à faire ça dans notre pays en 91 et en 2012. Oui. Et ça peut nous aider, ça peut nous permettre de gagner du temps. Mais en tout cas, les acteurs politiques ambitieux n'ont pas le choix, puisque appartenir à ce gouvernement de transition signifie renoncer à ses ambitions présidentielles, par exemple.
Absolument. Et on soupçonne votre ambition, vous n'êtes pas partant déjà, vous, pour être dans cette transition. J'imagine que vous avez compris, hein, quand je dis qu'il ne faut pas d'acteurs politiques dans la transition en termes de gouvernance, je suis concerné au premier chef. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les acteurs ambitieux ne participent pas à la transition, mais les acteurs ambitieux font tout pour influencer la transition dans le sens de leurs intérêts. C'est ce qu'il faut limiter au maximum, parce que ça entraîne des jeux partisans, des intrigues, et la transition de 2012-2013 a beaucoup souffert de cela. Il faut que nous puissions faire en sorte que le gouvernement de transition ne soit pas un gouvernement de partage de gâteaux entre acteurs politiques. On dise tel parti, vous désignez une personne, tel parti, non, non. Il faut que nous désignions l'ensemble des ministres sur des bases de compétences techniques et d'expérience. Et dans les compétences et dans les critères qui est le côté non marqué politiquement. Ça, je tiens beaucoup à cela, pour la raison de la neutralité, mais aussi pour la raison d'envoyer un message aux Maliens. Nous tous de la classe politique, aujourd'hui, nous avons une cote de popularité qui est très basse. La meilleure manière un peu de redresser cette cote de popularité, c'est de ne pas faire une foire d'empoigne pour aller chercher des postes dans la transition. Donc, il faut aussi que même pour la réputation des acteurs politiques, que cette transition, en termes d'exécutif, ne soit pas politiquement marquée. Très bien. Alors, vous êtes aussi le président du parti Yelema. Vous avez parlé des différents acteurs, sauf que vous semblez avoir oublié un acteur majeur. L'armée malienne semble être un acteur politique majeur, justement. D'où la question d'Aliou Baldé. Qu'est-ce qui explique ces coups d'État répétitifs au Mali? Ne pensez-vous pas que l'armée malienne est trop pressée de déloger un président démocratiquement élu tout en donnant les mêmes justifications comme quoi il est incompétent, ceci, cela, depuis Modibo Keïta jusqu'à Ibeka? Cette question ignore un peu les conditions dans lesquelles le coup d'État, si on doit utiliser le terme coup d'État, est intervenu. Vous n'ignorez pas que depuis juin, c'est-à-dire depuis 3 mois, vous avez une organisation politico-société civile, le M5 RFP, qui manifeste dans la rue avec des dizaines de milliers de Maliens qui demandaient le départ du président Ibeka depuis le mois de juin. Et il y a eu même l'épisode malheureux de juillet, du 10, 11, 12 juillet, avec des tueries par balle par rapport aux manifestations du M5 RFP. Donc, le coup d'État, ce n'est pas... Mais je précise que vous n'êtes pas membre du M5 RFP. Moi, je ne suis pas... Exactement. Vous avez choisi le non-alignement. Non, je n'ai pas... Je suis dans l'opposition. J'étais dans l'opposition au président. Je suis au Parlement comme député dans l'opposition. Mais je n'ai pas adhéré au M5 pour la bonne et simple raison que la démission du président, pour moi, n'était pas une folie. Nous ne voulons pas de la démission du président. Mais avec le recul, est-ce que vous n'aviez pas tort finalement? Non. Quand vous êtes démocrate, vous préférez toujours les élections et que les gens accomplissent leur mandat. C'est ce que nous avions dit. Le président, il a été réélu, même si les conditions de la réélection étaient celles qu'elles sont, il a été réélu. Et donc, pour nous, il devait faire son mandat jusqu'en 2020. Même incapable de décider, puisque vous l'avez dit dans cette émission. Vous savez, la notion d'incapable de décider et autres, tout ça, ce sont des choses qui disent. Le président avait une majorité à l'Assemblée. Oui. Et si vous demandez la majorité à l'Assemblée, ils allaient dire autre chose. Dans une démocratie, aucun chef d'État ne peut faire l'unanimité. Sans défendre le président Ibeka, et moi je suis bien placé pour mettre en évidence toutes ses erreurs et ses insuffisances, il a été élu. Et s'il a été élu, il doit faire son mandat. Ça, c'est notre opposition. C'était notre opposition. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas adhéré au M5, bien que nous partagions le diagnostic du M5. Maintenant, nous sommes dans une autre phase. Mais aujourd'hui, vous avez changé de position puisque vous dites que vous êtes en désaccord total avec la CEDEAO, qu'il ne faut pas du tout restaurer le président Ibeka dans ses fonctions. Oui, le président, il a démissionné. Quel que soit le contexte dans lequel c'est intervenu, il a démissionné. Moi, je pars sur cette base. Et il faut que nous nous situions dans ce nouveau contexte. J'ai dit, moi j'ai produit un communiqué pour condamner ce qui s'est passé. Après, par condamner, il faut passer à autre chose. Et c'est autre chose, c'est ce dont nous parlons jusqu'à... l'armée maintenant, les interventions répétées de l'armée. Je dis tout à l'heure que dire que l'armée malienne est une armée pressée qui a tendance à faire des coups d'État, je dis c'est ignorer un peu le contexte dans lequel le coup d'État est intervenu.
Le coup d'État de 2012, pour revenir à celui-là, ce n'était pas un coup d'État préparé, c'était une mutinerie. Le matin, c'était une mutinerie et le soir, c'est devenu un coup d'État parce que l'État était très faible et le président, il était assez désavoué. Donc, on ne peut pas considérer que l'armée malienne est une armée de coutistes. C'est une armée qui est issue du peuple, qui est traumatisée comme le peuple est traumatisé. C'est quand même 4 coups d'État, hein? Je suis d'accord avec vous. 60 ans d'indépendance. Avec vous. Oui. Si vous regardez le coup d'État de 91, ce coup d'État de 91, il est intervenu dans un contexte aussi. Sans justifier ou sans supporter les coups d'État, je dis 91, 2012 et 2020, les contextes sont quand même des contextes particuliers. Maintenant, ce que nous devons faire, et c'est ce que moi j'ai toujours dit, le coup d'État est plus une conséquence d'un problème que les causes de problème. Ce que nous devons maintenant faire au Mali, c'est de travailler sur les causes réelles des problèmes pour que les 1000 ans à venir, le Mali ne connaisse plus de coups d'État. En 60 ans, on en a connu 4. Il faut que nous fassions en sorte qu'en 1000 ans, on ne connaisse plus de coups d'État. Mais ça nécessite que nous fassions des actions de réforme de fond dans le fonctionnement étatique, dans l'accès et l'exercice des pouvoirs dans notre pays. L'exécutif dans notre pays a trop de poids. Il faut qu'on développe des contre-pouvoirs et des contre-pouvoirs populaires. Par exemple, mettons en œuvre un dispositif qui puisse permettre de destituer quelqu'un en cours de mandat. Que ce soit un dispositif constitutionnel. Quand quelqu'un est en cours de mandat, il présente des résultats négatifs, qu'on puisse mettre en place un système pour le destituer. Oui, dans nos dispositifs constitutionnels, ce qui est valable au Sénégal l'est aussi pour le Mali. Il y a des circonstances dans lesquelles on peut destituer un président de la République. Non, comme la haute trahison, ça n'existe pas au Mali? Ça n'existe pas au Mali. La haute trahison n'existe pas du tout au Mali. Ça n'existe. La haute trahison existe, mais la haute trahison, ce n'est pas un dispositif pour destituer un président. La haute trahison, c'est un dispositif pour constater d'abord. C'est pénal, la haute trahison. Quelqu'un a commis une faute, on poursuit la personne. Moi, je dis la destitution pour inefficacité. Très bien. Vous comprenez bien qu'on mette en place un dispositif sous la base d'un certain nombre de résultats, que le peuple puisse destituer un président ou un maire ou un président de région ou un président de département, c'est-à-dire tous les exécutifs qui sont élus, qu'on mette en place un processus à un moment déterminé du mandat pour pouvoir mettre fin à ce mandat pour inefficacité. Je ne parle pas de faute, je parle d'inefficacité. Quand on créera des choses... on est plus à l'aise quand on est opposant. Suffisamment innovant en Afrique, mais il faudrait aller vers ça. Oui, quand on est opposant, on est beaucoup plus à l'aise pour dire ça que quand on est au pouvoir. Moi, je peux vous assurer, vous avez dit tout à l'heure que moi, j'ai rédigé plusieurs livres. Moi, j'ai rédigé 3 livres avant d'être au pouvoir. C'est-à-dire, avant même d'être élu, j'ai rédigé 3 livres. Si vous lisez ces 3 livres-là, vous verrez que ceux dont je suis en train de vous parler figurent dedans. Donc ça, c'est avant même que je sois ni maire, ni ministre, ni premier ministre. Je le pense. Et je continue à le penser encore aujourd'hui. C'est moi qui ai amené les contrats de performance dans l'administration malienne quand j'étais premier ministre. Et l'objectif de ces contrats de performance, ça participe de cela. On vous donne des objectifs, vous ne les atteignez pas, on vous enlève de vos postes de responsabilité. Il faut qu'on aille dans des réformes de ce type. Dans le monde francophone, on n'a pas vraiment l'habitude de cela. Mais ailleurs, dans certains pays, le Rwanda est un exemple cité en Afrique régulièrement. Le système de contrat de performance, ça fait partie des habitudes au Rwanda. Ce sont ces types de réformes que nous devons mettre en place. Que les usagers évaluent l'administration et que la carrière des agents soit liée aux résultats de cette évaluation. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas dans nos pays, y compris au Sénégal. Mais il faut aller dans ce sens pour que ceux qui ont un mandat ne pensent pas qu'ils ont le blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent pendant la durée de ce mandat. Qu'ils se mettent véritablement au service des citoyens et qu'ils soient les esclaves des citoyens. J'utilise bien ce terme, c'est ce qu'il faut dans nos pays. Il faut que nous ayons les titulaires de mandat qui soient les esclaves des citoyens et non le contraire. Donc ce sont ces réformes-là qui sont innovantes, qui sont inconnues dans nos administrations, qui vont sans doute susciter beaucoup d'opposition que nous devons avoir le courage de mettre en place dans notre pays afin de susciter un peu la confiance des Maliens. L'invité du jury du dimanche, iRadio ITV, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. On va juste terminer avec les décisions de la CEDEAO avant de revenir sur d'autres questions. Justement,
décision de la CEDEAO de fermeture des frontières avec le Mali, de sanctions économiques, mais on sait qu'il y a eu des positions divergentes. Le président Macky Sall du Sénégal s'est opposé, par exemple, à ces sanctions économiques. Qu'en pensez-vous, Moussa Mara? Permettez-moi très sincèrement de féliciter et de remercier le président Macky Sall pour tout ce qu'il fait pour notre pays, parce qu'il était dans la délégation il y a 1 mois et demi qui est venu pour essayer de résoudre la crise pacifiquement, pour sa position dans le cadre de ce sommet, puisque lui-même il a tweeté pour dire que lors des travaux, il a quand même demandé à ce que la fermeture des frontières ne puisse pas concerner les denrées de première nécessité, les produits pharmaceutiques ou le carburant. On le remercie. Il montre qu'il est malien autant qu'il est sénégalais, parce que tous les Sénégalais sont maliens, comme vous le savez, et tous les Maliens sont sénégalais. Sur cette question-là, ce qu'on déplore, c'est que ces sanctions frappent le peuple. Ces sanctions ne frappent pas ceux qui prennent les décisions et qui sont visés. Et pour nous, nous sommes dans une zone grise. Et cette zone grise, nous devons l'utiliser positivement pour sortir de cette situation. Les militaires, par exemple, qui aujourd'hui forment le CNSP, ils n'ont posé aucun acte institutionnel, contrairement aux autres coups de force passés. Ils n'ont pas suspendu la Constitution. Ils n'ont pas pris un acte constitutif. Ils n'ont pas décidé de nommer des gens à des postes. Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils partent de l'hypothèse que le président a démissionné. Il a dissous le Parlement avant de démissionner, le gouvernement. Nous avons une page blanche à écrire. Donc pour nous, l'équipe de la CEDEAO qui arrive doit venir avec cet état d'esprit. On a une page blanche à écrire au Mali. Nous avons des principes de la CEDEAO, c'est vrai, mais on a une page blanche à écrire. Écrivons-la ensemble. Les sanctions n'ont pas vraiment de portée. Aucune sanction ne doit être prise. On va sanctionner les foutistes, ou on va aller amener les gens à la CPI, ou on va geler leurs comptes. Geler les comptes de gens qui n'en ont pas, c'est un peu difficile. Aucune sanction ne doit être prise à votre avis. Nous avons une nouvelle page à écrire. Aucune sanction ne doit être prise à votre avis. Pour nous, nous sommes dans une zone grise, encore une fois. Ils n'ont pas mis en œuvre les instruments de prise de pouvoir. Ils n'ont posé aucun acte. Et ça, ils l'ont fait à dessein. Ce n'est pas par peur, ils l'ont fait à dessein. Ces jeunes officiers qui ont la quarantaine d'années sont quand même des personnes qui sont des universitaires pour certains d'entre eux, qui ont été formés dans les meilleures écoles d'officiers au Mali et à l'extérieur, et dans un contexte où eux-mêmes n'ont connu que la démocratie. Ce n'est pas les officiers des années 60. Eux, ils n'ont connu que la démocratie. Ils ne raisonnent que conformément à la démocratie. Ils savent que la démocratie, c'est un ordre constitutionnel, c'est le pouvoir légitime, ce sont des élections. Donc, les retenir comme on retient d'autres types d'interventions, pour nous, ce n'est pas tout à fait approprié. Mais cela étant dit, oui, la CEDEAO arrive au Mali. Ce sont ces discussions que nous allons avoir. Et j'ai vu dans la délégation de la CEDEAO une vingtaine de personnes, politiques, administratives, techniques, juristes. Quelque part, c'est pour nous accompagner et même nous aider à sortir de cette période. Donc, je ne regarde pas ce qui a été fait, je regarde ce qui reste à faire et je suis optimiste. Mais il y a un président qui était démocratiquement élu, qui est quand même détenu. Quel sort pour lui? Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que ça fera partie sans doute des discussions à tenir. Je dis tout à l'heure que le président Ibeka, il est dans une résidence d'État, qui est une résidence, on va dire, qui est un palace, puisqu'il recevait les ordres de marque dans cette résidence. Ces conditions de rétention sont quand même nettement meilleures que le mardi dernier. Tout ça, ça participe, je pense, d'une évolution positive. Les discussions permettront sans doute de trouver une issue favorable à cette situation. Mais nous ne devons pas résumer la situation du Mali au sort d'un individu. Il faut regarder ce qu'on fait de cette période pour notre pays, qui est face à des défis immédiats et qui est face à des défis encore plus graves. Les questions d'insécurité, de terrorisme et autres doivent aussi trouver des réponses appropriées. Et là, nous avons plutôt besoin d'assistance de la CEDEAO que de menaces et de sanctions. Très bien, on va évoluer. Je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas membre du M5 RFP, Rassemblement des forces patriotiques, qui ont quand même
ou qui a secoué le cocotier, il faut le dire, en exigeant la démission du président Ibeka, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Vous-même dites que vous aviez fait cette proposition à votre ancien patron. Il y a une irruption dans la scène politique malienne de quelqu'un qui se nomme Imam Mahmoud Dicko. Après le coup d'État ou après la démission ou coup d'État-démission, il dit qu'il retourne à sa mosquée. Quelle est votre réflexion sur Imam Dicko qui est qualifié de phénomène? Moi, j'ai toujours dit que notre pays, la laïcité n'est pas menacée au Mali, parce que la laïcité au Mali n'est pas une laïcité importée. C'est une laïcité qui est vécue depuis des siècles, voire même des millénaires. La religion, nous la vivons comme au Sénégal depuis plus de 1000 ans, et nous la vivons de manière pacifique. La laïcité, elle est d'abord la laïcité de notre société. C'est la société qui est laïque avant que l'État soit laïque. L'imam Mahmoud Dicko est d'une tendance religieuse, mais il s'inscrit tout à fait dans cette laïcité. Dans tous ses discours, il cite le cardinal de l'Église catholique, Jean Zerbo, il cite les leaders des protestants. Il est œcuménique dans sa façon, dans son approche. Et vous l'avez signalé, il a indiqué tout de suite que lui, il va retourner dans sa mosquée parce qu'il n'a jamais cessé d'être imam et il restera imam jusqu'à la fin de sa vie. Il le dit parce qu'il sait la société malienne. Il sait qu'aujourd'hui, si un leader religieux, qu'il soit catholique, musulman, se présente à une élection avec l'étiquette de leader religieux, je pense que ça ne prospérera pas. Et ça, je vous parle de 2020. Je ne vous parle pas de 2040 ou 2050. Ça, ils le savent tous. Et moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, qu'est-ce qui a donné du poids à l'imam et qu'est-ce qui a donné du poids politique aux leaders religieux? C'est encore une fois les faiblesses et les insuffisances des politiques. Depuis une vingtaine d'années, nous avons constaté malheureusement des politiques qui vont se cacher derrière les imams et qui font faire à des imams des actions politiques, appelées à voter et autres. Le président Ibeka lui-même a bénéficié beaucoup du soutien des leaders religieux aux élections de 2013. Il était allié à Imam Dicko, justement. Mais bien sûr, il était allié à l'imam Dicko. Il y a d'autres leaders religieux qui ont appelé ouvertement à voter pour lui. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu ça. Moi, je pense que ces leaders religieux sont plutôt des conséquences de l'incurie de nous autres politiques. Nous devons travailler d'abord à définir la place de la religion dans notre pays. Le Mali n'a pas de politique religieuse. Le Mali n'a pas de texte qui encadre la religion. Le Mali n'a pas de texte sur le statut des leaders religieux. On n'a pas de texte sur le statut des imams, des prêcheurs. C'est tout ça que nous devons formaliser pour donner une place à la religion dans notre pays. Et en second lieu, les hommes politiques, la gouvernance doit être vertueuse. Si la gouvernance est vertueuse, à mon avis, il n'y aura pas d'espace d'expression politique pour les leaders religieux. Ce sont les problèmes de fond. Donc l'imam est plutôt un thermomètre. La fièvre, nous devons la traiter. Il ne peut pas être cette personnalité. Gouvernance. Il ne peut pas être cette personnalité pour conduire la transition. Non, je pense que lui, il ne voudrait pas ça, c'est d'un. Et de deux, ce serait un très mauvais signal que nous-mêmes, Maliens, on enverra au monde. Si on choisit une personnalité religieuse pour diriger la transition, c'est le meilleur signal pour dire que bon, le Mali, nous sommes en voie de devenir une république religieuse. Non. C'est arrivé dans des pays africains pour gérer des transitions, que des religieuses à la tête de conférences nationales et autres. Que je sache, les leaders religieux ont dirigé les conférences. Oui, conférences nationales, oui. Voilà, donc une conférence nationale, ce n'est pas tout à fait une transition. Tout à fait, on vous l'accorde. En période de ce type, les leaders religieux ont tout à fait leur place pour y participer, et donc pourquoi pas pour les diriger. Au moment où nous parlons, puisque vous dites que le phénomène Imam Dicko, comme en tout cas le phénomène religieux dans la scène politique malienne, c'est parce que aussi vous, politique, quelque part, vous avez failli. Au moment où nous faisons cette émission, le chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé, est encore pris en otage depuis 5 mois maintenant. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut déplorer.
Et le président Ibeka, en son temps, avait dit que Soumaïla Cissé est vivant, qu'il a les preuves et qu'il va venir bientôt. Ça, c'était il y a 2 mois. Mais hier, nous avons eu une évolution. Est-ce que cette évolution est annonciatrice de bonnes nouvelles? Nous prions pour ça. Il y a la Disons une preuve de vie. On a eu une preuve de vie. Voilà, qui a pu entrer en possession de lettres écrites par Soumaïla pour sa famille et qui a transmis ces lettres à la famille. Ça voudrait dire, et je parle au conditionnel, que Soumaïla est en vie. Ça, c'est déjà quelque chose qui est positif. Oui. En bonne santé. Donc, espérons que cela annonce de perspectives positives dans les jours à venir. Sinon, Soumaïla, il a vraiment souffert et nous devons tout faire pour qu'il puisse revenir et que ce genre de situation soit évité dans notre pays à jamais. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que personne ne se préoccupe vraiment de sa situation. Personne ne se presse pour qu'il soit libéré et même que ses ravisseurs soient identifiés. Bon, ce que moi je peux dire, c'est que ceux qui peuvent agir, ce sont les autorités. C'est-à-dire, nous, individuellement, on ne peut que parler. Nous n'avons pas de levier pour agir. Moi, je ne peux pas prendre un véhicule et me rendre à Niafunke pour essayer de négocier sa libération. Ce sont nos autorités. Et les autorités, jusqu'à la chute du président Ibeka, ils ont mis en place une cellule. Et cette cellule était dirigée par un ancien premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga, qui était d'ailleurs un directeur de cabinet de Soumaïla dans les années 90, et qui est du Nord. Et c'est cette cellule qui était en train de travailler au compte de l'État pour obtenir sa libération. Donc, on ne peut que présumer que l'État fait ce qu'il peut, même si le résultat, il n'est pas à hauteur de souhait. Mais ce sont les autorités qui doivent agir. Alors, cette détention de Soumaïla Cissé, en tout cas son kidnapping, en rappelant que Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali, est l'invité du jury du dimanche, donc cette situation qu'il vit, lui, Soumaïla Cissé, nous rappelle quand même que la sécurité est le défi numéro 1 du Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ce coup d'État contre le président Ibeka et la mission dévolue à l'armée malienne d'assurer l'intégrité du territoire? A priori, quand un pays est aux prises au terrorisme, quand un pays est aux prises du banditisme au point que des pans entiers de notre territoire soient hors de contrôle de l'État, l'armée a d'autres choses à faire que de guerroyer dans la capitale. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, avant le coup de force du mardi, il y a quand même eu 3 mois de troubles sociopolitiques importants. Il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, les acteurs de ces troubles, c'est ceux qui disent. Ils disent que l'armée est intervenue à hauteur de 10% et qu'eux, ils ont fait 90% du travail. Mais si l'armée n'avait pas intervenu, est-ce qu'on n'aurait pas eu encore 3 autres mois de troubles sociopolitiques? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Je suis d'accord avec vous. Nous devons tout faire pour que l'armée malienne se concentre sur ses tâches républicaines. Intégrité du territoire, défense des institutions, défense du territoire et de la République, et que le civil, le politique puissent diriger. Mais si le civil et le politique est carent, et carent à un niveau inimaginable, vous comprenez que de temps en temps, les militaires qui sont issus du peuple se posent des questions. Sauf qu'aujourd'hui, le constat, c'est que sur la question sécuritaire, il y a un transfert de compétences à la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, l'opération Barkhane de la France. Et quel rôle pour ces forces extérieures présentes au Mali aujourd'hui, au lendemain de la chute du régime, et quel rôle pour l'armée? Ce que vous devez peut-être noter, c'est que l'armée, encore à 90%, est au centre et au nord du pays. Il y a la chute du régime, c'est vrai, mais la chute du régime, ça ne veut pas dire que toutes nos forces du centre et du nord sont venues à Bamako. L'armée, encore aujourd'hui, est à 90% au centre et au nord. Et si vous demandez aux partenaires Barkhane et MINUSMA, G5 Sahel, et dernièrement les forces spéciales Takuba, toutes ces opérations collaborent avec les forces armées maliennes, avec des effectifs, des bataillons et autres, qui sont encore en phase opérationnelle. Il y a une partie des forces qui sont présentes à Bamako qui ont opéré, mais l'essentiel de nos forces sont sur le terrain. Il nous faut sortir de cette zone grise rapidement. Je pense que nous devons convenir de ça, et nous devons sortir de cette zone grise rapidement avec le leadership civil.
de la personnalité dont on a parlé, une équipe gouvernementale compétente, des organes de transition qui soient là, avec une participation inclusive des forces vives, les forces armées qui jouent un rôle et qui jouent le rôle principal par rapport à leur fonction, qui est de sécuriser le pays et de combattre le terrorisme et d'essayer d'instaurer la sécurité. Je pense qu'il faut sortir de cette zone. Oui, Moussa Mara, vous étiez quand même Premier ministre d'Ibeka on se rappelle de la débâcle de Kidal en mai 2014. Vous étiez Premier ministre. Votre visite impromptue s'était soldée par des morts et des blessés après que votre délégation fut violemment attaquée. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode qui avait conduit à votre limogeage? Une erreur de jugement qui vous avait coûté votre poste? Certains disent que c'est à partir de cet instant que tout a basculé dans le mauvais sens pour le Mali. D'abord, la première chose, vous dites que j'ai été limogé à la suite de cette visite. Je corrige. Oui. J'ai fait la visite le 17 mai 2014 et j'ai quitté la primature le 9 janvier 2015, c'est-à-dire 8 mois après. Je suis allé à Kidal seulement 1 mois après mon arrivée à la primature et j'ai quitté la primature 8 mois après. Donc, je ne pense pas que mon départ de la primature ait quelconque lien avec ma visite de Kidal. Si vous suivez d'ailleurs l'épisode de la visite de Kidal, vous verrez qu'il y avait une absolue cohérence de vue entre moi et le président Ibeka. Ibeka a fait un discours à la nation après mon retour pour dire que je suis allé à Kidal sur ses instructions à lui. Je n'ai posé aucun acte dommageable et au contraire, ce sont les groupes armés qui s'en sont pris à notre délégation. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, vous dites visite impromptue. C'était tout sauf une visite impromptue. La visite a été décidée en Conseil des ministres de la République du Mali. Je suis allé avec 8 ministres et un chef de cabinet. Donc, il y avait une dizaine de ministères qui étaient présents avec le Premier ministre. Et 3 semaines avant la visite, il y a des équipes qui sont allées à Kidal, les chefs d'état-major de l'armée, les équipes de préparation, qui ont tout posé comme préparatif avant que la visite ait lieu. Le problème que nous avons eu dans la visite, c'est simplement que les groupes armés qui étaient présents et qui sont encore présents à Kidal aujourd'hui ont souhaité que je demande leur permission avant d'aller à Kidal. C'est que j'ai refusé. Et c'est que je refuserai toujours. C'est-à-dire, je devrais le faire aujourd'hui que je ne demanderai pas leur permission. Ah oui, si c'était à refaire, vous l'auriez refait, vous seriez rendu encore à Kidal? Je me serais rendu à Kidal et je ne peux pas demander de permission aux groupes armés pour aller à Kidal. Pourquoi? C'est simple, hein, c'est même juridique. Les groupes armés présents à Kidal ont signé des accords où ils reconnaissent que Kidal fait partie du Mali. Les groupes armés présents à Kidal participent à des élections où ils sont candidats au compte du Mali. Ils siègent au Parlement du Mali. Comment se fait-il que quand vous reconnaissez qu'une partie fait partie du territoire d'un État, vous pouvez ensuite demander au Premier ministre de cet État de vous demander une permission pour s'y rendre? Pour moi, c'est un non-sens absolu. Voilà l'origine des divergences. Cette visite a été décidée en Conseil des ministres. Le chef de l'État a fait un discours à la nation. À mon retour, après que je sois revenu à Bamako, et pour la petite histoire, Ibeka m'a accueilli sur le front de sa porte et en direct à la télé à mon retour. Donc pour vous dire que la visite était quelque chose qui était convenu et qui était porté. C'est après mon départ que le président a légèrement changé d'avis, on va dire ça comme ça, et puis a fait des commentaires et autres pour me critiquer. Mais pendant tout le temps où j'étais là, on avait une identité de vue sur cette question. Pour vous, cette visite ne vous a pas fait perdre le contrôle du pays? Pour vous donner un élément, avant que je n'aille à Kidal, vous aviez à Kidal, dans la ville de Kidal, l'armée malienne, les groupes armés, le gouverneur, les directeurs régionaux et autres qui étaient présents dans la ville de Kidal. Je suis parti dans cette condition, mais l'armée, il y avait une centaine d'hommes à peu près. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire les groupes armés ont tiré sur notre délégation, ils ont récupéré le gouvernorat, ils ont tué des gens, de manière souveraine. 2 jours après mon retour à Bamako, parce que je suis revenu à Bamako, 2 jours après, l'armée malienne a décidé de reprendre le gouvernorat. Ce qui, pour moi aussi, je considère comme normal. Quand vous avez le symbole de la République dans une région qui est attaquée, votre rôle, c'est d'essayer de récupérer
ce symbole. Malheureusement, l'armée malienne n'a pas pu le faire et il y a eu la débâcle dont vous avez parlé. Très bien. Et cette débâcle a fait que l'armée malienne a quitté la ville de Kidal. Après, il y a eu un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a fait que l'armée malienne n'était plus présente dans la ville de Kidal. Mais l'armée malienne est présente dans la région de Kidal, à Taoudé et à Tessalit, notamment. Il y a un camp de l'armée malienne depuis avant 2013 et il y a encore aujourd'hui un camp de l'armée malienne dans la zone. Donc, tous ceux qui disent que ça a fait perdre le nord et autres au Mali, c'est qu'en réalité, ils ne connaissent pas vraiment le terrain. Et il y a eu beaucoup d'exploitation politique de cette question, évidemment, contre ma personne. Très bien. Et d'exploitation politique même nourrie par la majorité de l'époque. Parce que moi, devenant Premier ministre, je n'étais pas de parti du président. Le parti du président n'a pas été tout à fait content. Il y a eu beaucoup de manipulations derrière qui expliquent un peu toute la cabale qui a été portée. Oui. Attendons simplement de voir, parce que les gens estiment que politiquement, moi j'ai perdu. Quand je serai candidat à une élection, par exemple à une élection présidentielle, on verra bien si l'épisode de Kidal a été plutôt négatif ou positif pour moi. Justement, est-ce que vous êtes candidat à ces élections à venir, candidat à la présidence de la République? Je dirais aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est de sortir de cette transition. Mais un président de parti, et un parti qui est important, qui se développe, qui a l'expérience que j'ai eue, ministre, premier ministre et député et autres, qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qui serait une anomalie. Vous dites oui, donc, oui, je serai candidat. Non, je ne peux pas dire je serai candidat puisque nous ne sommes même pas sortis de la transition. Très bien. Attendons le moment opportun, on pourra le dire. Alors, sur l'espace de la CEDEAO, il y a tout un débat. Aujourd'hui, cela porte sur les conséquences de la crise malienne sur l'ensemble de la CEDEAO. Et les gens semblent faire un lien entre ce qui vient de se passer avec le président Ibeka, destitué, et la question du troisième mandat. Un des présidents de la sous-région, le Bissau-Guinéen, a dit lors du dernier sommet de la CEDEAO, le président Embalo, que solliciter un troisième mandat alors que la Constitution vous l'interdit, ça peut être assimilé à un coup d'État. Quel est votre avis sur la problématique du troisième mandat? D'abord, la première chose, c'est que moi, je ne pense pas qu'il y a un lien entre ce qui se passe au Mali et ces supputations autour du troisième mandat. Je pense que c'est deux choses différentes. Maintenant, je reviens même à la question du troisième mandat en particulier. La première chose, c'est que moi, personnellement, je m'interdis de commenter l'actualité politique des pays. Donc, je ne citerai aucun pays dans ce que je suis en train de dire. Seulement, je rappelle des principes. L'alternance est un fait, je dirais, substantiel de la démocratie. Pour moi, il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et la limitation de mandat, c'est l'une des illustrations les plus évidentes de l'alternance. C'est pourquoi je suis un soutien inconditionnel à la limitation des mandats. Moi, je pense qu'il faut même limiter le mandat des députés. Ça, c'est dans le projet de notre parti. Et moi qui suis devant vous, mon mandat en tant que président de parti, je ne dis pas président du pays, mais président de parti est limité. Et décembre prochain, je quitterai la tête de mon parti parce que mon mandat est terminé. Donc, imaginez-vous que quelqu'un qui applique strictement des règles de ce type ne peut pas être un partisan de la non-limitation de mandat. Un troisième mandat peut être assimilé à un coup d'État. Je pense que nous devons essayer, dans la mesure du possible, de régler cette question au niveau régional. Oui. Et là, je rejoins tous ceux qui pensent que les textes de la CEDEAO, on doit essayer, la CEDEAO et peut-être même l'Union africaine, aller vers la prise de textes pour que la limitation de mandat soit un élément substantiel de la démocratie. Autant qu'il n'y ait pas de coup d'État, qu'il n'y ait pas de rupture constitutionnelle, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on essaye de tendre vers ça. Moi, je suis tout à fait supporter de la limitation des mandats. Je dis encore une fois, en tant que président de parti, j'ai limité mon propre mandat. Ça, c'est président de parti. Très bien. Alors, on va terminer par cette question d'Aliou Koumé, ou même série de questions. Qu'est-ce qui lui a poussé à piétiner sa parole sur l'écart de sa famille, sur la gestion des biens publics?
Quand vous étiez Premier ministre, avez-vous fait des actions concrètes sur l'unité nationale, l'union des différentes ethnies présentes au Mali? Vous prenez 30 secondes pour répondre. Très rapidement, le président, en fait, je pense qu'il a dû intégrer le fait que les proches, les amis font partie intégrante du pouvoir et il a dû intégrer cela et travailler avec ça. Malheureusement, il s'est brûlé les doigts et je pense qu'il le regrettera longtemps. Et c'est pourquoi là aussi, nous avons fait des propositions très précises qu'on le reprendra pendant la transition pour écarter définitivement par les textes toute famille de la gestion du pouvoir. Pour ce qui me concerne, moi-même, je dirais, une sorte de synthèse nationale, puisque moi, mon père était chrétien, ma mère est musulmane. Ça, c'est représentatif de ce qu'est le pays. Ma mère est mariée à un Tamashek au nord du pays. Ma petite sœur, elle est Tamashek. Donc, ma personne même est une sorte de petite synthèse de notre pays. Et dans toutes les actions que j'ai eu à poser en tant que maire, ministre ou premier ministre, c'est ce que je rappelle. Le Mali est divers, mais le Mali est un et indivisible. Et on va travailler dans ce sens. Mais c'est l'État et son efficacité qui permettra de maintenir cette unité. 26 août, 58 fameuses visites du général de Gaulle à Dakar. 18 août, coup d'État au Mali qui emporte Ibeka. Dans la nuit du 19 au 20 août, la Fédération du Mali éclate. Les relations entre le Sénégal et le Mali, vous pensez qu'il est possible de revenir un jour à cette fameuse fédération? Enfin, moi, personnellement, que je sois responsable ou pas, je me battrai pour que le Mali et le Sénégal puissent se retrouver ensemble. Ah et oui, moi, la Fédération du Mali? Je pense, vous dites? La Fédération du Mali. La Fédération du Mali qu'on la reconstitue, vous avez dit la nuit du 19 août, ça a été un crève-cœur. Je n'étais pas né, mais ça a été un crève-cœur pour toute l'Afrique. Il faut que nous allions vers ça, mais nous devrons le faire de manière pragmatique. Par exemple, avoir des ambassadeurs communs à l'extérieur. En France, avoir un seul ambassadeur qui représente le Mali et le Sénégal. Et dans d'autres pays. Ensuite, aller vers des ministères communs. On peut décider d'avoir un ministre de la Défense commun entre le Sénégal et le Mali. Moi, je pense que c'est cette manière pragmatique qui pourra nous permettre progressivement de mettre les deux pays ensemble. C'est une priorité absolue pour notre pays. Et aujourd'hui, le Sénégal est le premier partenaire du Mali. Merci Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Il a été Premier ministre du président destitué Ibrahim Boubacar Keïta. Il est député à l'Assemblée nationale malienne, mais aussi à la tête du parti politique Yelema. Merci d'avoir été l'invité de ce jury du dimanche iRadio ITV, présenté par Mahmoudi Ibrakan, à la technique Abdoulaye Ndiaye, Serigne Saliou Dem, Augustin Manda. Pour Immédia SN, la photo Pabdoudou Diallo, le texte Babacar Fall. Remercier également Biram Pouy et Mamoudou Diagne pour les réseaux sociaux. Grand merci à Elhaj Ndour, notre correspondant à Bamako, qui a permis cette connexion technique et technologique entre Bamako et Dakar. Merci également à notre confrère Mohamed Atayer qui nous a aidés avec une très grande générosité à préparer cette émission. Et puis un JDD dédié à un fidèle auditeur de l'émission, Ben Diallo, le blogueur décédé la semaine dernière. Que son âme repose en paix. Mes condoléances à sa famille, à Kaolack et l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs du JDD qui est devenu une grande famille finalement. Merci et bon dimanche à Bamako. Rendez-vous dimanche prochain.